On continue justement dans les idées de placement, en tout cas dans la sphère des placements du patrimoine au sens large avec Jean-Philippe Dubosc. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint, rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Avec vous, on va parler de cette affaire. Une affaire. Quelques 350 000 auto-entrepreneurs ne cotiseraient pas à la retraite complémentaire depuis 3 ans. Comment est-ce possible? Oui, tout à fait. C'est la FNAE, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, qui a révélé le poteau rose il y a à peu près 2 semaines. Cette fédération a mis la main sur un projet de décret qui détaille enfin, j'allais dire, les charges sociales dont sont soumis les auto-entrepreneurs. Enfin, on appelle ça maintenant les micro-entrepreneurs depuis 2016. Parce que figurez-vous que, alors que le statut de l'auto-entrepreneur a été créé en 2008, eh bien, on sait quel est le taux des charges sociales des micro-entrepreneurs, mais on ne sait pas exactement à quoi ils cotisent. Ça peut paraître assez aberrant, mais c'est vrai. Donc, c'est un peu plus de tout 24%. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend effectivement de leur activité. Vous allez nous le dire. Voilà, exactement. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on connaissait effectivement le taux global, mais on ne connaissait pas, si vous voulez, les taux par contribution et cotisation sociale. Et qu'est-ce que ce projet de décret montre? C'est que les micro-entrepreneurs libéraux qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale ne cotisent pas à la retraite complémentaire, et ça depuis 3 ans. Juste pour expliquer, c'est un peu technique, mais c'est important. Il y a 2 sortes de micro-entrepreneurs. Vous avez les micro-entrepreneurs qui exercent une activité artisanale ou commerçantes et qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour la retraite de base et qui cotisent au régime de retraite complémentaire des indépendants, le RCI, pour la retraite complémentaire. Et puis auparavant, les micro-entrepreneurs qui exerçaient une activité libérale, alors je pense aux consultants, aux coachs, aux formateurs, aux diététiciens, enfin il y a plus de 400 professions en tout, eh bien ils étaient affiliés à la CIPAV, qui est la caisse de retraite et de prévoyance des professions libérales non réglementées. Et depuis 2018, eh bien le gouvernement, compte tenu des nombreux dysfonctionnements de la CIPAV, a décidé que tous les micro-entrepreneurs libéraux qui lancent leur activité depuis 2018 sont affiliés au régime général. Donc on pensait du coup que c'était comme les micro-entrepreneurs artisanaux, c'est-à-dire que pour la retraite de base, eh bien, ils cotisaient au régime général, et pour la retraite complémentaire, ils cotisaient au RCI. Eh bien, ce que ce projet de décret montre, c'est que depuis 2013, ces 350 000 auto-entrepreneurs libéraux affiliés au régime général ne cotisent pas au RCI. Et quelle est la solution donc qui est dans ce projet de décret? Oui, alors le projet de décret prévoit une solution assez étonnante. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il dit les micro-entrepreneurs libéraux qui le souhaitent peuvent s'affilier volontairement au RCI. Mais il y a 2 conditions. La première, c'est que d'abord, c'est une demande irrévocable, c'est-à-dire qu'ils pourront plus revenir sur leur choix. Et surtout, en fait, le taux de leur charge sociale va passer de 22 à 27,1%, soit une hausse d'un coup de 23%, qui paraît assez incroyable compte tenu du contexte actuel. Et c'est d'autant plus injuste que les micro-entrepreneurs libéraux qui ont lancé leur activité avant 2018 et qui sont toujours affiliés à la CIPAV ont aussi un taux de charge sociale de 22%, mais eux, ils acquièrent des points auprès du régime complémentaire de la CIPAV. Donc ça n'est pas juste. Et puis, il y a un autre problème, à la limite plus profond, que soulève ce projet de décret, c'est cette affiliation facultative. Oui, donc alors justement, vous pouvez développer là-dessus? Oui, parce que si vous voulez, le RCI, c'est un régime de retraite par répartition. Et comme vous savez, les régimes de retraite par répartition, le principe c'est très simple, c'est que les actifs financent via les cotisations vieillesse immédiatement les intergénérationnelle. Voilà, les pensions des retraités. Et ce système de solidarité intergénérationnelle ne fonctionne que si les cotisations sont obligatoires. Vous comprenez bien que si les actifs ont le choix ou pas de cotiser, vous mettez en cause toute la viabilité économique du système. Or, ce projet de décret, pour la première fois, rend un régime de retraite par répartition facultatif, ce qui va même à l'encontre du Code de la sécurité sociale. Donc effectivement, c'est très étonnant. Alors,
Ce projet de décret a-t-il des chances d'être publié? Alors c'est une très bonne question et pour l'instant je suis désolé mais je n'ai pas la réponse. Le gouvernement n'a pas réagi au communiqué de la FNAE. Pour ma part, j'ai contacté le cabinet d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État aux retraites qui ne m'ont pas répondu. Le cabinet d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé m'a conseillé de contacter Bercy, ce que j'ai fait puisque Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, dont le ministre de l'économie, le ministre délégué au compte public, sont également co-signataires, comme Elisabeth Borne, comme Laurent Pietraszewski, comme Olivier Véran, de ce projet de décret. Eh bien, pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse. On ne m'a pas contacté, on ne m'a pas donné une explication. Donc, je suis désolé, je ne sais pas si ce projet de décret va apparaître et si oui, quand. Bien. Il nous reste un tout petit peu de temps. Jean-Philippe Dubosc, toutsurmesfinances.com. Oui. À la une de Tout sur mes finances en ce moment, qu'est-ce qu'on trouve? Ah bah il y a les grands dossiers. Ah bah il y a beaucoup de choses. On est encore dans tout le projet de loi de finances. Vous savez, nous on a l'ambition d'expliquer aux Français. Vous êtes bien placés pour savoir que on est dans un pays absolument extraordinaire où la réglementation n'arrête pas de changer. Et l'inventivité. Ah oui. Bon, on a des belles écoles, on a des grandes écoles avec des cerveaux qui inventent des choses bien complexes et qui n'arrêtent pas d'évoluer. Surtout. Donc là, effectivement, on est encore sur toutes les nouveautés du projet de loi de finances Et en termes de placement, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Ah bah en ce moment, le placement vedette, c'est le fameux PER, c'est le plan d'épargne retraite. Toujours. Bah, vous savez, il a plus d'un an ce PER là. Oui, mais enfin des nouveaux placements, il n'y en a pas tous les jours. Il y en a pas tous les jours. D'abord des nouveaux placements. On n'en crée pas, le gouvernement, on crée pas tous les 4 matins. Et puis clairement, il y a une volonté de Bercy, clairement, et tous les assureurs, tous les banquiers vous le disent. Ils ont des points, ils ont des points à faire auprès du Trésor. On leur demande des comptes. Clairement, le gouvernement actuel ne veut pas connaître les échecs des gouvernements précédents où effectivement l'épargne retraite n'avait pas fonctionné. Là, ils veulent des résultats. Ils veulent que ce placement fonctionne. Ouais. Vous avez le sentiment que justement les grands réseaux bancaires, les intermédiaires poussent à la souscription du PER, ou est-ce que c'est un petit peu timide pour l'instant? Alors, on n'a pas l'impression qu'il y a une offre pléthorique. Alors, en fait, l'offre, elle est surtout assurantielle. Pour l'instant, comme vous le savez, il y a 2 types de PER. Vous avez le PER bancaire qu'on appelle le PER d'investissement, et puis vous avez le PER assurantiel qui est une sorte d'assurance vie pour faire. Et c'est vrai que les assureurs sont peut-être plus en pointe que les banquiers. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est un placement qui est excessivement compliqué. C'est ça tout le paradoxe de cette réforme, c'est qu'on nous l'a vendu comme une simplification. Alors certes, maintenant vous avez une seule enveloppe, mais alors d'abord, on a mis plein de compartiments différents, et puis vous avez une fiscalité. Alors là, on revenait sur nos beaux cerveaux. Voilà, fiscalité à l'entrée ou à la sortie. Exactement. Et puis alors, ce qui est fou, c'est qu'ils ont inventé une nouvelle fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ils ont rajouté toutes les différentes fiscalités qui existaient jusqu'à présent, mais ils en ont même inventé une nouvelle, puisque vous savez que, effectivement, pour ceux qui ne sont pas imposables, il y a quand même un avantage fiscal, ce qui n'existait pas pour l'instant. À la sortie donc, si on n'est pas imposable. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire à la sortie, mais il faut le choisir dès le départ. C'est ça. Alors, soit vous décidez au moment de la souscription, ou soit vous décidez à chaque versement. Donc vous imaginez pour les acteurs, je sens chaque ligne informatique, vous vous rendez compte que chaque opération peut avoir des conséquences fiscales. Je sens que vous allez revenir nous en parler. Ah oui, parce qu'il y a vraiment matière à faire des émissions et des émissions. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com.